La sœur de mon petit ami semblait toujours deviner ce que je faisais, exactement au moment où je le faisais. Du coup, j'ai profité de la situation pour retourner ses propres infos contre elle, histoire de la déstabiliser un peu. Avec Noah, on allait enfin passer un moment intime ensemble pour la première fois quand, évidemment, on cognait à la porte. J'ai discrètement regardé dans le couloir. C'était sa sœur. « Oh, pardon si je dérange », dit-elle, tout en détaillant la lumière tamisée et la bougie à la vanille que je venais d'allumer. « C'est super cosy ici. L'ambiance est parfaite pour une partie de Monopoly. Sauf si toi et Apple étiez occupés à autre chose, Bunny. » Elle appelait son frère comme ça. Mais ce surnom, c'est moi qui lui ai donné. Et seulement en privé, jamais devant quelqu'un. J'ai senti le sang me glacer. Avant même qu'on ouvre la bouche, elle s'est incrustée et s'est mise à installer le plateau de jeu dans le salon. J'ai fait un effort pour être agréable. Noah m'avait prévenu que Daniel traversait une mauvaise période, mais j'étais perdue dans mes pensées. Comment pouvait-elle connaître ce surnom? Au milieu de la partie, alors que Noah était parti aux toilettes, elle a lâché l'air de rien qu'elle adorait Love is Blind. Mon cœur s'est arrêté. C'est ma série honteuse. Je ne la regarde que seule avec mon ordi et un casque quand Noah bosse. Tu vois l'épisode où la mère découvre la tromperie? Celui-là te parle? J'ai eu la gorge nouée. Je venais justement de le voir. Mais comment savait-elle ça? Je regarde toujours en catimini. Le lendemain, j'ai eu mes règles. Personne n'était au courant à part Noah, pas même mes collègues. Et là, à peine réveillée, je reçois un message de Daniel. « J'ai rêvé cette nuit que tu saignais. J'espère que ça va. » J'ai cru lâcher mon téléphone tellement j'ai eu froid d'un coup. Trop précis pour être juste une coïncidence. J'ai voulu en parler à Noah le soir, en essayant d'en rire, mais il s'est tendu d'un coup, la mâchoire crispée, les épaules raides. Elle s'est jamais fait d'amis. Je suis tout ce qu'elle a, et toi, t'es la première vraie copine que j'ai. C'est compliqué pour elle. Sa voix tremblait un peu à la fin. J'ai vraiment fait des efforts. Je l'ai invitée aux soirées films, au brunch du dimanche, presque partout. Mais un drôle de schéma s'est installé. Impossible de l'ignorer. Chaque fois qu'on organisait un dîner en amoureux, Daniel tombait subitement malade, pile une demi-heure avant la réservation. Noah filait la rejoindre avec des médicaments et une bouillotte. Le pire, c'est qu'il essayait toujours de tout justifier. « Elle a toujours été mon plus et un », répétait-il, comme si ça expliquait qu'elle sache tout de notre vie perso. Mais son comportement devenait de plus en plus malsain. Pour notre anniversaire, j'ai posté une photo toute simple de nous au resto. Dans l'heure, elle balançait un montage de photos de 2 enfants. Dans le bain, tout petit, en train de danser collé lors d'une fête au collège. Sa tête sur la poitrine de Noah. Le tout publié comme si elle surveillait mon Instagram en temps réel. La légende m'a soulevé le cœur. Personne ne te connaîtra aussi bien que ton tout premier jour. Après ça, il a fallu que je prenne mes distances. C'est là que j'ai insisté pour qu'on fasse ce voyage au Costa Rica. On économisait depuis 6 mois, heures sup, pas de resto, tout était planifié, billets pris, hôtel réservé, tout roulait. Mais 2 jours avant le départ, Noah m'appelle affolée depuis la voiture. J'entendais Daniel suffoquer à l'arrière. Elle dit qu'elle tiendra pas 1 semaine sans moi. Je voyais la catastrophe arriver. Là, c'est une vraie crise d'angoisse, April. Jamais vu ça chez elle. Résultat, on a annulé. 75% de notre argent parti en fumée. Juste avant le départ, le moment où on perd tout. Ce soir-là, elle poste une photo de 2, moi coupée du cadre, avec pour légende, rien de tel que le temps entre frères et sœurs. Quand je l'ai montré à Noah, il était dévasté. Je t'aime plus que tout, mais elle est fragile. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. Alors j'ai tenu bon, pour lui. Jusqu'au jour où, assise sur les toilettes, j'ai lancé Candy Crush sur mon téléphone. Je n'y jouais plus depuis des mois, j'étais restée au niveau 367. Sauf que là, le jeu s'ouvre directement au niveau 950. Malaise. En fouillant un peu dans les paramètres, je tombe sur une appli inconnue dans l'accessibilité, Family Safety Monitor. Recherche rapide sur mon ordi, c'est un vrai spyware qui copie tout, messages, photos, recherches, même les trucs effacés, et peut activer la caméra. Installé il y a 4 mois, pile après que Daniel ait proposé de réparer mon portable quand il buguait. Je suis restée 1 heure à réfléchir à quoi faire. Appeler la police aurait été logique, mais je suis mexicaine et je n'ai aucune preuve. Elle jouerait les innocentes inquiètes, prétendrait vouloir m'aider, et tout le monde parlerait de simples histoires de famille. Là, j'ai eu une idée. Puisque Daniel espionnait tout ce que je faisais sur mon téléphone, je pouvais retourner la situation à mon avantage. J'ai donc créé de toutes pièces un rendez-vous au planning familial, puis envoyé un message à ma mère. Noah n'est pas au courant, mais je suis enceinte. Je vais avorter. 15 minutes plus tard, on frappe à la porte. C'était Daniel. « Tu n'aurais pas quelque chose à dire à Noah ?» J'ai gardé la main sur la poignée, le visage impassible alors que mon cœur battait à tout rompre, mes yeux dans les siens qui cherchaient une faille. Je la voyais douter parce que je ne réagissais pas comme elle l'attendait. J'ai pris tout mon temps pour lui répondre que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à discuter. Elle a commencé à répliquer mais j'avais déjà refermé la porte. Pas brusquement,
mais assez clairement pour lui faire comprendre que c'était fini. À peine le verrou tourné, j'attrape mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ouvre l'application horloge pour vérifier l'heure précise, 20h47. Je fais une capture d'écran, puis une autre du faux message envoyé à ma mère. 15 minutes plus tard, elle était là. Elle s'est pointée pile un quart d'heure après que j'ai envoyé ce texto, preuve qu'elle l'a vu en direct et qu'elle a aussitôt sauté dans sa voiture. Je classe les captures dans un dossier que je nomme « Preuve ». Mes mains tremblent encore, mais cette fois, c'est un mélange étrange, de la peur mêlée à autre chose, peut-être de la colère, ou cette froide résolution qui s'empare de moi. J'ouvre mes messages et j'envoie à ma mère « Ananas », notre code pour lui dire que tout ce que je pourrais écrire ensuite serait sûrement faux. Les 3 petits points de réponse s'affichent presque aussitôt et son message arrive. Avec un cœur, je n'ai rien dit à personne, ma chérie. En lisant ça, j'ai les larmes aux yeux, car ma mère est la seule à échapper à Daniel. La seule que Daniel ne pourra ni manipuler, ni retourner contre moi. Je m'affale sur le canapé, je prends une grande inspiration et j'essaie de digérer ce qui vient de se passer, de réaliser ce que ça implique. Ça fait des mois qu'elle épie tout sur mon téléphone, qu'elle lit chaque message, chaque photo, chaque recherche, et maintenant j'ai enfin une preuve qu'elle exploite ces données. Mais impossible d'en parler à Noah. Il trouverait forcément une excuse. Comme toujours, il me faut des preuves irréfutables. Quelque chose d'assez flagrant pour que même lui ne puisse plus nier la vérité, aussi fort soit son réflexe de la défendre. Noah rentre vers 22h passées, et rien qu'à la façon dont il laisse tomber ses clés sur le comptoir, dont il soupire en s'adossant, je sens qu'il est épuisé. Il arrive au salon et scrute mon visage avant de me demander si Daniel est passé plus tôt parce qu'elle lui a envoyé un message bizarre, prétextant qu'elle avait besoin de me parler. Sa première réaction n'est ni la méfiance ni la moindre inquiétude sur cette visite inattendue, mais ce vieux réflexe de toujours la défendre et de chercher des excuses pour elle. Je le vois à la tension de ses épaules, à la façon dont il fuit mon regard. Je lui réponds « Oui, elle est passée, mais c'était rien, elle voulait seulement me saluer. » Il semble vouloir creuser, mais la fatigue l'emporte. Il hoche la tête et file sous la douche. Je reste plantée là, sur le canapé, et c'est là que je prends ma décision. Je ne lui dirai rien tant que je n'aurai pas en main des preuves solides, indiscutables, de quoi balayer même sa loyauté envers sa sœur. Je vais devoir être rusée, organisée, parce que si j'avance sans preuve, je passerai juste pour la méchante qui s'acharne sur la pauvre petite sœur. Au matin, je me réveille avant même le réveil. Impossible de retrouver le sommeil. Mon cerveau tourne à plein régime dès les premières lueurs. Noah part bosser à 6h30 et à peine la porte refermée, je me lève, je lance le café, je m'installe à la table de la cuisine avec mon ordi et je commence mes propres recherches sur l'appli de contrôle parental. Je prends des captures d'écran de tout. La liste des autorisations me donne la nausée. Cette appli a accès à tout. La caméra, la géolocalisation en temps réel, les messages supprimés. Tout ce que je fais peut être renvoyé sur un autre appareil. Je fais une capture de la date d'installation. Il y a 4 mois, pile au moment où Daniel m'a aidé à réparer mon téléphone qui déraillait. J'ouvre un document pour classer chaque info par date, je note à quoi chaque preuve correspond, et plus je découvre ce dont ce logiciel est capable, plus j'ai l'impression qu'elle est dans ma chambre depuis des semaines à tout surveiller. Pas question de me laisser abattre. Je transforme mon malaise en une détermination glacée, je multiplie les captures d'écran, je monte mon dossier, méthodique. À la pause déjeuner, je file voir Vikram, mon collègue de confiance, et je lui demande discrètement s'il peut jeter un œil à mon téléphone. Rien que de formuler ça à voix haute, je me rends compte à quel point l'affaire est sérieuse. Il voit mon état en un clin d'œil et me répond sans hésiter « Bien sûr que je vais t'aider ». On s'isole dans une salle de réunion et je lui montre l'application dans les paramètres d'accessibilité. Il parcourt les autorisations, ses sourcils se froncent, sa bouche se durcit. Il relève la tête. « Oui, c'est un logiciel espion. Tout ce que tu fais part en direct sur un autre appareil. » Puis il ajoute « Ce à quoi je ne m'attendais pas. Tu dois tout laisser en l'état pour l'instant. Sinon tu risques de détruire les preuves. Si jamais ça devenait une affaire juridique. » Juridique. Ce mot me serre la gorge. Jamais je n'avais envisagé d'aller jusque-là. Après le boulot, je m'arrête chez un buraliste du quartier. J'achète le téléphone prépayé le moins cher, je paye en liquide et je l'active sous un faux nom. J'ai presque l'impression de jouer dans un mauvais polar. Sauf que c'est ma vie. Ce vieux téléphone en plastique ressemble à un jouet. Mais le simple fait de l'avoir dans mon sac me donne enfin le sentiment de reprendre un peu la main sur ma vie privée. Daniel peut bien fouiller mon téléphone habituel. J'ai enfin un moyen de communiquer qu'elle ne pourra pas surveiller. Je ne rentre que le numéro de ma mère et celui de Vikram, c'est tout. Et personne d'autre ne doit savoir que ce téléphone existe. Le soir, assise sur le canapé avec mon mobile infecté, je crée un faux rendez-vous dans l'agenda pour le lendemain à 14h. Je l'appelle premier rendez-vous thérapeute. J'invente une adresse de centre de santé pour femmes et dans les notes, j'ajoute « Discussion sur l'anxiété relationnelle et les soucis de communication avec Noah », histoire que tout paraisse crédible et personnel.
Je n'ai plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer, le cœur cognant dans ma poitrine. Je la mets à l'épreuve une fois de plus, curieuse de voir si elle va tomber dans le panneau, et au fond de moi, j'espère presque qu'elle va rester indifférente, parce que ça voudrait dire que je me suis trompée depuis le début. Mais il y a aussi cette part de moi, celle qui se sent complètement parano depuis des mois, qui a besoin d'être fixée. Les yeux rivés sur mon téléphone, je guette la moindre notification. Les minutes s'égrènent, 23 tout pile, et je fais défiler Instagram sans répit, le pouce scotché à l'écran. Soudain, la photo de profil de Daniel apparaît tout en haut de mes stories, entourée de ce petit cercle coloré. Un nœud se forme dans mon ventre. Je clique et découvre une citation assortie d'un emoji pensif. Certaines personnes préfèrent cacher leurs problèmes plutôt que de les affronter. Je sens le froid me gagner les mains tellement c'est irréel. Elle ne peut pas savoir pour ce faux rendez-vous, à moins d'être littéralement en train de regarder mon téléphone en ce moment même. Ce fameux rendez-vous n'existe pas. Elle l'ignore, et pourtant, elle vient de se trahir. Je capture immédiatement l'écran de sa story en prenant bien soin que l'heure soit visible dans un coin. Puis je fouillaque mes photos pour tout sauvegarder. L'écran des autorisations du logiciel espion, la date d'installation, il y a déjà 4 mois. Retour sur Instagram, nouvelle capture de la story, cette fois en affichant mon agenda derrière pour juxtaposer les 2 horodatage. Mes mains tremblent, mais tant pis, il faut tout consigner. L'heure suivante, je la passe à créer un dossier nommé Preuves sur mon ordi où j'entasse chacune de ces captures, renommée avec la date et une petite note explicative. La date d'installation du spyware, le faux rendez-vous, la story de Daniel postée exactement 23 minutes plus tard. Tout y passe. J'ajoute un fichier texte pour consigner le déroulé et ce que chaque capture prouve. De voir tout ça organisé noir sur blanc rend la situation implacable. Impossible de détourner le regard. Le lendemain matin, installé à la table de la cuisine, ordi ouvert devant moi, je me plonge dans des recherches sur le droit à la vie privée. Je tombe sur un numéro d'assistance juridique et je reste une bonne minute à hésiter avant d'appuyer sur « Appeler ». Au bout du fil, une voix fatiguée mais chaleureuse. Je lui raconte toute l'histoire depuis le début, le logiciel espion, Daniel qui devine des choses qu'elle ne devrait pas savoir, l'histoire du faux texto de grossesse suivi illico par sa réaction. Elle m'écoute sans m'interrompre puis me donne le contact direct d'une certaine Léna, spécialisée dans la défense de la vie privée. Elle m'explique que Léna traite exactement ce genre de harcèlement numérique. Rien que le fait d'entendre que ça porte un nom et qu'il existe des personnes capables d'aider me soulage un peu. Je la remercie, raccroche, puis reste un moment à fixer le numéro de Léna avant de l'ajouter à mes contacts. 2 heures plus tard, mon téléphone sonne. Numéro inconnu. Je décroche et une voix douce se présente. Léna, elle a eu mes coordonnées par l'assistance juridique. On discute une bonne demi-heure de tout ce que j'ai rassemblé comme preuve. Elle me bombarde de questions précises sur chaque incident et ce dont je dispose pour les appuyer. Quand j'évoque mon dossier organisé, elle paraît sincèrement impressionnée. Ensuite, elle me dit quelque chose d'évident mais auquel je n'avais pas pensé. Il faut continuer de collecter des preuves avant de pointer qui que ce soit du doigt, parce que des personnes comme Daniel trouvent toujours une excuse à tout. Elle me conseille de rendre le schéma tellement clair que personne ne puisse le contester, pas même Noah. Suivant ses conseils, j'ouvre l'appli Notes sur mon téléphone compromis dans l'après-midi et j'y rédige une fausse confession où j'avoue avoir menti à Noah sur mon envie d'enfant. J'écris tout comme si c'était un journal intime, très personnel, à vif, pas destiné à être lu. J'y confie avoir dit vouloir fonder une famille, alors qu'en réalité, je n'en suis plus sûre du tout. Je fais part de mon sentiment d'être piégée et de la peur que j'ai de lui avouer la vérité. J'enregistre la note, ferme l'appli, le cœur battant à tout rompre. Plus tard, dans la soirée, Noah regarde la télé dans le salon. Son portable vibre sur la table basse. Il le prend et son visage se crispe en lisant un message. Il me lance un regard étonné, puis me tend l'appareil. Un texto de Daniel. Elle dit s'inquiéter pour moi et suggère à Noah de se renseigner sur mes réels projets d'avenir. Elle a quasiment repris mot pour mot le contenu de ma fausse note. Noah me demande si tout va bien, s'il y a quelque chose que je souhaite lui dire. Je prends soin de rester impassible et lui assure que je ne vois vraiment pas de quoi Daniel parle. Pour moi, tout va bien entre nous. Pendant qu'il me scrute, je capture discrètement l'écran de sa conversation encadrant bien le message de Daniel et l'heure d'envoi. Puis j'ajoute la preuve à mon dossier accompagnée d'une note indiquant qu'elle s'est inspirée de ma note privée. Le lendemain matin, j'essaie d'en discuter avec Noah autour d'un café. Je lui fais remarquer que c'est quand même étrange que Daniel lui parle de mes ambitions juste après que j'ai écrit là-dessus. Il se referme aussitôt, adopte un ton défensif et m'explique que les frères et sœurs sentent ces choses-là, qu'il y a une forme de connexion gémellaire inexplicable. J'ai envie de lui crier qu'elle n'est pas voyante, qu'elle lit simplement mon téléphone. Mais je me contente d'acquiescer en lâchant seulement « d'accord ». Dès qu'il franchit la porte pour aller bosser, j'ajoute une note datée dans mon dossier, détaillant sa justification sur le soi-disant lien fraternel. Le voir rationaliser tout ça, alors que les preuves s'accumulent sous ses yeux,
me donne envie de hurler de frustration. Mais pleurer n'y changera rien. Il faut un dossier en béton. Le lendemain matin, je retrouve Lena en vrai dans un petit café du centre-ville. Elle, quarantaine d'années, quelques mèches grises dans les cheveux, dégage une tranquillité qui m'apaise dès qu'on s'assied dans une banquette à l'écart. Elle sort une checklist imprimée et m'explique, pas à pas, tout ce qu'il me reste à faire. Je veille à conserver toutes les preuves et j'en fais des copies de sécurité. Je dépose une main courante pour disposer d'un document officiel. J'envisage aussi une lettre de mise en demeure, histoire de fixer un cadre bien net. Elle est d'un professionnalisme à toute épreuve, calme, pragmatique. Avec elle, tout ce que je traverse paraît grave, mais parfaitement gérable. Jamais elle ne me fait passer pour folle ou paranoïaque. Au contraire, elle me conforte dans l'idée que documenter minutieusement chaque détail, c'est la meilleure chose à faire. Pour la suite, j'ouvre Photoshop sur mon ordinateur portable et je fabrique une fausse capture d'écran d'une réservation dans un restaurant. Je la rends totalement crédible, avec un vrai faux numéro de confirmation. Tout y est. Le restaurant en question, c'est une adresse chic du centre-ville, et la réservation, pour vendredi à 19h. J'enregistre la fausse image dans ma photothèque, je la glisse dans mon agenda, avec la mention « anniversaire de couple ». Je pousse même le vice jusqu'à programmer un rappel 1 heure avant. Après ça, je n'ai plus qu'à attendre de voir la réaction. Le vendredi arrive, et je guette l'horloge tout l'après-midi. À 18h28 exactement, soit 32 minutes avant l'heure de la fausse réservation, le téléphone de Noah vibre. Il regarde l'écran et se fige, le visage fermé. Il me montre un message de Danielle. Elle prétend avoir d'atroces crampes au ventre et lui demande de venir tout de suite avec des bouillottes et des médicaments. Le timing est tellement parfait, tellement orchestré, que j'éclate de rire. Un rire bref et sec, malgré moi. Noah, perdu, me demande « Pourquoi tu ris ?» Je réponds « Rien, c'est juste que ça recommence toujours. » Il insiste « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'élude « Laisse tomber, va aider ta sœur. » Pendant qu'il cherche ses clés, je prends une capture d'écran du message de Daniel, de ma fausse réservation avec toutes les métadonnées qui prouvent la date de création, ainsi que de l'événement ajouté à l'agenda ce matin-là. Tout part direct dans mon dossier de preuves, où je note « Schéma numéro 4, urgence médicale parfaitement synchronisée avec la réservation au restaurant. » C'en est presque trop évident. Elle finit par prouver toute seule ma théorie, sans même s'en rendre compte. Je saisis mon téléphone, Noah enfile sa veste, fait les 100 pas, nerveux, en cherchant ses clés. Mes doigts enregistrent tout méthodiquement. SMS de Daniel avec l'heure précise, capture de la fausse confirmation, métadonnées affichées, rappel de l'agenda créé quelques heures avant. Dans mon dossier, j'ajoute une note toute fraîche, schéma numéro 4, urgence médicale qui tombe pile sur la fausse réservation. Test, réservation factice ajoutée ce matin même. Je sauvegarde et j'éteins mon téléphone juste quand Noah m'embrasse sur le front et promet de revenir dans 1 heure. Il referme la porte doucement et je reste là, assise sur le canapé, tiraillée entre la satisfaction d'avoir anticipé et la tristesse de voir le scénario se répéter. Une fois de plus, elle est tombée dans le piège au moment précis où je l'attendais. Le lendemain, je me lève tôt, je prépare un café et je m'installe à la cuisine, l'œil rivé sur mon portable. Il va falloir que j'aborde avec Aaron le sujet des vidéos de surveillance. Mais rien que d'y songer, j'ai l'estomac noué. Aaron, c'est un homme d'une 50aine d'années, les tempes grisonnantes, toujours sympathique et respectueux de la vie privée des locataires. J'ai peur qu'il me prenne pour une parano ou qu'il refuse, mais je me force à descendre à son bureau vers 9h, à l'heure où il fait ses papiers. Je frappe, il lève les yeux, m'accueille avec un grand sourire. Je lui demande si je peux lui parler sérieusement. Il m'invite à m'asseoir. J'ai la voix un peu tremblante en lui expliquant que je rassemble des preuves de harcèlement et que j'aurais besoin des images de la caméra du couloir, mardi dernier, vers 20h45. Aussitôt, son visage se fait grave. Il me demande si je vais bien, s'il y a danger. Je le rassure. Oui, tout va bien. Je veux juste constituer un dossier, au cas où il faudrait aller plus loin. Il réfléchit un instant, puis acquiesce lentement. Je peux extraire les images, mais tu devras signer un formulaire officiel, c'est la loi. J'accepte sans hésiter. L'après-midi, vers 15h, je reçois un mail d'Aaron avec 3 vidéos en pièces jointes. Je tremble en ouvrant la première. L'image est en noir et blanc, un peu floue mais suffisamment nette. On distingue la porte de notre appart et un bout du couloir, horodaté. 20h35. À 20h39, Danielle apparaît à l'écran. Elle piétine devant la porte, les yeux rivés sur son téléphone. Sur la seconde vidéo, elle fait les 100 pas, nerveuse, sans quitter l'écran des yeux. La troisième la montre en train de frapper à la porte à 20h47, 12 minutes pile après l'envoi de mon faux message à ma mère. Je sauvegarde tout dans le dossier de preuve, avec des notes précises sur la chronologie. J'ai la preuve irréfutable qu'elle a vu mon SMS en direct et qu'elle a aussitôt débarqué. Je passe l'heure suivante à tout organiser sur mon ordi, vérifier que les horaires coïncident, écrire des descriptions pour chaque élément du dossier. Ensuite, longue inspiration, direction le commissariat. Le cœur battant,
Je franchis les portes. Je me présente à l'accueil, expliquant que je veux parler à quelqu'un à propos de harcèlement et de surveillance, en essayant de garder contenance. L'agent d'accueil me fait patienter, puis une femme dans la trentaine, cheveux bruns tirés en arrière, me rejoint. Elle se présente. Je suis l'agent Kenzie Jones. Elle m'emmène dans un petit bureau pour discuter tranquillement. Je m'assois en face d'elle. J'ouvre mon ordinateur et mon dossier de preuves. Kenzie m'écoute sérieusement pendant que je détaille tout, le logiciel espion, les indices que Daniel sait ce qu'elle ne devrait pas, mes tests, les vidéos de surveillance. Elle prend des notes sans rien laisser passer, étudie chaque pièce du dossier. Quand j'ai fini, elle se redresse, me regarde et dit « On voit bien un schéma clair de surveillance et de harcèlement. » Mais elle précise qu'avant d'agir plus fermement, il faut poser officiellement des limites. Et là, je sens la déception me serrer le cœur. J'aurais tellement voulu qu'on puisse intervenir tout de suite. Kenzie perçoit sans doute ma déception, car elle ajoute aussitôt « Le simple fait de déposer une main courante aujourd'hui, c'est déjà une trace officielle. Et ça, c'est primordial. » Elle me recommande de faire un signalement formel tout de suite et d'envoyer à Daniel une lettre recommandée posant noir sur blanc les limites à ne pas franchir. Si jamais Daniel ne les respecte pas après avoir été officiellement prévenu, là, on pourra demander une ordonnance d'éloignement. Tout à coup, la procédure légale me semble moins floue et franchement accessible. Je passe l'heure suivante à remplir les fameux formulaires et à faire ma déclaration à Kenzie, qui gère ça de façon ultra professionnelle. Tout ce que j'ai soigneusement collecté prend enfin tout son sens, et ça me rassure, je ne me sens plus complètement parano d'avoir tout noté. Quand je sors du commissariat, je suis crevée, mais en même temps, je me sens, curieusement, plus forte. Ce soir-là, avant d'en parler à Noah, je décide de mener un dernier test. J'ouvre l'appli de streaming sur le téléphone compromis, je change mon mot de passe, puis je cherche une série qui s'appelle The Affair. Je l'ajoute à ma liste, et je marque plusieurs épisodes comme vus, histoire de faire croire que je me gave d'histoires d'adultère. Je deviens presque rigoureuse dans ma façon de créer ces indices, et chaque test me donne une preuve que même Noah ne pourra pas balayer d'un simple pressentiment fraternel. Je pose mon téléphone et file préparer le dîner, en gardant un œil sur l'horloge. 8 minutes plus tard, vibration, notification Instagram. Daniel vient de poster un mème sur « Les gens qui regardent des séries sur l'infidélité parce qu'ils ont quelque chose à cacher », accompagné d'une ribambelle d'émojis évocateurs et hilares. Sa rapidité est aussi flagrante qu'impressionnante. J'en fais une capture d'écran bien datée et l'ajoute à mon dossier, précisant qu'elle a publié exactement 8 minutes après mon ajout. Le lendemain, à la pause de midi, je retrouve Vikram dans un café à côté du bureau. Il a déjà commandé des sandwichs et a l'air vraiment inquiet quand je m'installe. Je lui montre toutes mes preuves et je lui raconte ce que la police m'a expliqué sur la nécessité d'un dossier solide. Aussitôt, il propose de m'aider à rédiger un document technique simple et clair, compréhensible par n'importe qui, sur le fonctionnement du logiciel espion. On consacre toute sa pause à détailler ça sur son ordinateur, capture d'écran à l'appui pour montrer les autorisations du logiciel, schéma explicatif pour comprendre la mise en miroir de l'écran, et une chronologie précise entre l'installation et le moment où Daniel m'a soi-disant aidé à réparer mon téléphone. Avoir l'appui technique de quelqu'un de compétent donne soudain plus de poids à toute cette histoire. Tout devient plus concret, plus grave. Après le boulot, j'ai rendez-vous chez Lena. Elle a tout relu, mes preuves, mes documents, et m'aide à rédiger une lettre de mise en demeure adressée à Daniel. On la rédige de façon objective, la plus neutre possible, juste des faits, des dates, des heures, et une demande formelle de ne plus tenter aucun contact. En la corrigeant, je ressens un curieux mélange, fière d'avoir osé poser une limite, mais aussi triste d'en arriver là avec la sœur de mon compagnon. Je ne me voyais pas un jour être celle qui fait des histoires dans une famille. Ce soir-là, lorsque Noah rentre, je lui demande calmement s'il serait prêt à envisager une thérapie de couple. Je m'efforce de rester posée, sans reproche ni colère, et je lui explique que je l'aime énormément, mais que sa relation avec Daniel me pèse, et que j'aimerais qu'on en parle avec l'aide d'un professionnel pour mieux poser nos limites. Noah se fige, se décale sur le canapé, secoue la tête avant même que j'ai fini, la mâchoire serrée. Il répète que Daniel traverse une sale période et qu'il ne peut pas la laisser tomber quand elle a le plus besoin de lui. J'inspire profondément, je sens mes mains trembler, mais je le fixe et je lui dis simplement que, sans cette démarche, il va falloir que je prenne mes distances. Ma voix se brise sur le mot « distance », mais je reste droite, je ne me défile pas. Il me regarde longtemps, luttant visiblement entre l'envie de défendre sa sœur et celle de me rassurer. Mais il doit sentir que, cette fois, je suis sérieuse, parce qu'il finit juste par hocher la tête, lentement, en disant qu'il doit y réfléchir. Je vais me coucher avec une boule au ventre, parce que réfléchir, ce n'est pas s'engager. Mais au moins j'ai posé mes mots, et c'est déjà beaucoup. Le lendemain matin, avant que Noah ne se réveille, je récupère mon vieux téléphone compromis dans ma table de nuit. J'ouvre ma boîte mail et je commence un brouillon, objet en majuscule, preuve police, Daniel. Je ne mets rien dans le texte, j'enregistre juste comme brouillon sans l'envoyer.
Mon cœur bat à toute allure parce que je suis pratiquement certaine qu'elle me surveille et va voir passer ce brouillon sur l'écran partagé. Je me demande si elle paniquera suffisamment pour ressortir du bois. Je pose le téléphone sur le plan de travail de la cuisine et commence à préparer le café. L'air de rien, même si j'ai vraiment l'impression de tendre un piège. Au travail, vers 9h, je me lance dans ma routine habituelle. Mail, tableau, mise à jour. Vers 11h, mon téléphone de bureau sonne. Le vigile de l'accueil m'explique qu'une personne insiste pour me voir urgemment, arguant d'une urgence familiale. Mon estomac se noue. Je sais déjà de qui il s'agit avant même qu'il ne prononce son nom. J'arrive à l'accueil et Daniel attend là, en pleurs, les yeux tachetés de mascara, à la fois enragé et désemparé, les poings serrés. Le vigile, Harkin, un monsieur aux cheveux gris, semble bien mal à l'aise. D'un pas mesuré, je m'approche, gardant un visage parfaitement fermé malgré le battement affolé de mon cœur. Daniel tente de se rapprocher, mais je lève la main et lui annonce très clairement que je ne souhaite pas m'isoler avec elle pour discuter. Ma voix sonne bien plus assurée que je ne l'aurais imaginé, et j'ajoute qu'elle peut très bien dire ce qu'elle a à dire ici, devant tout le monde, dans le hall. Elle éclate en sanglots plus fortes encore, tente d'attraper mon bras, mais je me dégage en reculant, pendant qu'Harkin s'approche prudemment d'elle. Elle commence à m'accuser d'essayer de monter Noah contre elle, prétend vouloir simplement discuter, mais sa voix enfle, et, rapidement, les gens autour se mettent à nous observer. Harkin lui demande calmement de partir, puis, devant son inertie, répète avec plus de fermeté qu'elle doit quitter les lieux immédiatement. Je prends soin de vérifier une nouvelle fois son badge, note l'heure sur mon portable. Il est 11h14, un mardi matin. Daniel finit par tourner les talons et s'avance vers la sortie, me lançant un regard à la fois meurtri et furieux qui me glace, même si je n'en laisse rien paraître. Je regagne aussitôt mon étage, attrape mon sac et annonce à ma responsable que je dois filer d'urgence pour raisons personnelles. Sur la route du commissariat, mes mains serrées sur le volant, je repasse toute la scène en boucle, puis je me présente à l'accueil pour demander à voir l'agente Kenzie. Elle vient me chercher dans la salle d'attente et nous nous installons dans une petite pièce sans prétention, seulement meublée d'une table et de 2 chaises. Je lui raconte tout, l'irruption de Daniel sur mon lieu de travail, le brouillon d'email rédigé le matin même, le fait qu'elle débarque à peine 2 heures plus tard. Kenzie prend des notes, complète mon dossier, puis relève la tête et m'explique que la situation est désormais assez claire pour qu'on engage une procédure officielle. Que quelqu'un, enfin, reconnaisse la gravité de ce que je vis, ça me soulage. Je me rends compte que je retenais mon souffle, dans l'attente que quelqu'un d'autorité me confirme que je ne dramatisais pas, que je n'étais pas folle. Kenzie m'explique que la prochaine étape consiste à envoyer à Daniel une lettre d'interdiction de contact pour établir officiellement mes limites. Si elle les franchit malgré la notification, cela constituera une base solide pour demander une ordonnance restrictive. Je rentre chez moi, tremblante mais étrangement apaisée, comme si j'agissais enfin au lieu d'accumuler des preuves en silence. Ce soir-là, installée à la table de la cuisine devant mon ordinateur portable, je relis la lettre d'interdiction de contact que Lena m'a aidé à écrire la semaine précédente. Une dernière vérification des dates et des heures, je m'assure que le texte est limpide, factuel, sans phare. Je l'imprime, le signe de mon nom complet, et la glisse soigneusement pliée dans une enveloppe sur laquelle j'écris l'adresse de Daniel en lettres capitales bien nettes. J'attrape mes clés et je file à la poste, juste avant la fermeture, en avance de 15 minutes. À l'accueil, la postière, une dame d'une 50aine d'années avec des lunettes, m'explique en détail le procédé du recommandé avec accusé de réception. Daniel devra signer à la réception et j'obtiendrai un justificatif en retour. Je règle les frais supplémentaires tout en la regardant apposer le tampon, scanner l'enveloppe et quand elle me remet la preuve, je la plie soigneusement pour la glisser dans mon portefeuille, soulagée de tenir un vrai document, une protection concrète, au lieu de simplement subir les réactions de Daniel. Le suivi indique que la lettre est remise 2 jours plus tard, un jeudi à 10h32. Je consulte mon téléphone avec nervosité toute la journée, redoutant la moindre réaction de Daniel. Va-t-elle écrire à Noah, débarquer chez moi ou publier des messages délirants en ligne? Le vendredi matin, devant mon café, je fais défiler mon Instagram et je remarque tout de suite quelque chose d'anormal. Daniel vient de liker à la chaîne une 30aine de mes vieux posts, datant de 2 ou 3 ans, tous en 10 minutes, entre 7h15 et 7h25. Je clique pour voir, c'est n'importe quoi. Des photos de la fac, des vacances, des selfies. Rien qui ait le moindre lien ou sens. C'est tellement flagrant que j'en ris, d'un rire sec, presque incrédule. Mais au lieu de m'énerver, je commence juste à faire des captures d'écran de chaque interaction, veillant bien à faire apparaître les horaires, et j'ajoute tout à mon dossier sur l'ordinateur, notant soigneusement « représailles par réseaux sociaux », un jour après la notification d'interdiction.
J'envoie ensuite un message à Vikram pour lui demander s'il peut m'aider à configurer un tout nouveau téléphone et ordinateur. Il me répond qu'il peut passer dimanche matin et débarque avec sa sacoche remplie de câbles et de disques durs. On s'installe à la table de la cuisine. Il passe 3 heures à transférer uniquement les fichiers et contacts dont j'ai réellement besoin sur les nouveaux appareils, laissant l'ancien téléphone intact. Il m'explique qu'il fait une copie complète et sécurisée de l'ancien appareil, qu'il conserve sur un disque dur crypté pour le cas où j'aurais besoin de preuves pour une procédure judiciaire. Le voir agir avec autant de sérieux et de compétence me rassure vraiment. Enfin quelqu'un qui mesure l'ampleur de ce que j'endure. Quand il a fini, il glisse l'ancien téléphone dans un sac plastique, le date, appose ses initiales et me conseille de le conserver dans un endroit sûr et sec. Le nouveau téléphone me paraît étrangement léger en main, presque comme si ce simple objet me soulageait déjà du poids de la surveillance permanente. Les jours qui suivent, je commence à sentir que quelque chose a changé, et j'en ai froid dans le dos. 2 amis de Noah du lycée, des garçons qu'il connaît depuis toujours, m'écrivent soudain pour prendre de mes nouvelles. Jake me dit avoir entendu que je traverse une mauvaise passe et veut s'assurer que je vais bien. Arkin, lui, me demande s'il y a des problèmes entre Noah et moi parce que, d'après ce qu'on lui a dit, j'agirais de façon distante en ce moment. Je fais une capture d'écran de leur message et je file sur le compte Instagram de Danielle pour vérifier si elle a posté quelque chose, mais tout est silencieux depuis la lettre. C'est là que je comprends qu'elle a changé de stratégie. Privée d'accès direct à mon téléphone, elle s'emploie maintenant à influencer l'entourage de Noah contre moi, envoyant des messages privés pleins de sous-entendus qui me font passer pour quelqu'un d'instable ou de peu fiable. Je réponds à tout le monde d'un « ça va, merci de prendre des nouvelles », des messages rapides et anodins. Pourtant, à l'intérieur, je bouillonne. C'est typiquement le genre de manipulation si subtile qu'elle en devient impossible à approuver, et qu'on passerait pour folle rien qu'à essayer de l'expliquer. Je passe toute la soirée devant mon ordi à mettre au propre un PDF bien ordonné qui rassemble chaque élément. Sur la page de garde, j'inscris « preuve de surveillance et harcèlement », avec la période correspondante. Je construis ensuite une chronologie, avec à gauche chaque piège que j'ai mis en place, bien daté et horodaté, et à droite la réaction de Daniel, preuve à l'appui, capture d'écran, vidéo, tout y passe, le faux SMS, je suis enceinte, envoyé, puis l'arrivée de sa réponse un quart d'heure après, vidéo du couloir en bonus, le faux rendez-vous de psy ajouté à mon agenda, suivi d'une story Instagram 23 minutes plus tard, la réservation bidon d'un dîner, ensuite son texto à Noah sur « des douleurs au ventre exactement 30 minutes avant », le brouillon de mail à propos de preuves remises à la police, et Daniel qui débarque 2 heures plus tard à mon bureau. Chaque étape documentée minutieusement, preuve à l'appui, tout est classé. J'ajoute ensuite le rapport technique que Vikram m'a fait, détaillant le fonctionnement du logiciel espion et la date précise à laquelle il a été installé, puis une section avec les images des caméras de sécurité et les procès-verbaux, et enfin toutes les captures d'écran de ses représailles, après la lettre de mise à distance. Au final, le PDF compte 42 pages, et mis bout à bout, les preuves rendent le schéma imparable. Elle a surveillé mon téléphone en direct pendant des mois, et cette fois, j'ai de quoi convaincre même Noah, qui ne pourra pas balayer tout ça d'un simple « intuition » ou « coïncidence ». Je protège le document avec un mot de passe et me l'envoie sur 3 boîtes mail différentes, histoire de ne rien perdre. J'accorde ensuite 1 minute pour regarder le dossier affiché à l'écran, partagé entre la satisfaction d'avoir défendu mes droits et le pincement au cœur face à la situation, avec la sœur de mon compagnon. J'imprime l'accusé de réception de la lettre recommandée et, en le tenant, je rejoins Noah dans le salon, où il regarde la télé. J'ai la gorge nouée, mais ma voix reste calme. Il faut qu'on reparle de la thérapie de couple. Je le vois tout de suite se raidir, avant même la fin de ma phrase. Il commence à protester. Daniel a besoin de moi en ce moment, mais je lui coupe la parole en lui présentant l'accusé de réception. Voilà ma limite. C'est la thérapie. Ou alors, il faut qu'on prenne nos distances. Plus ferme que je ne l'aurais cru, je vois dans son regard qu'il comprend cette fois que je ne lâcherai pas. Il regarde le papier longuement, la mâchoire serrée, il cherche ses mots, puis finit par acquiescer. D'accord, pour une séance. Une seule. Dans ses yeux, je lis qu'il sent que le problème est grave, même s'il a trop peur d'affronter ce que ça pourrait impliquer pour sa sœur. Le lendemain matin, j'appelle Lena depuis mon nouveau téléphone pour lui demander d'organiser une réunion avec la lieutenante Kenzie afin de me conseiller sur la manière de présenter mes preuves en séance. Elle décroche au bout de 2 sonneries, accepte immédiatement et me dit qu'elle intègre Kenzie dans l'heure. Dès qu'on est tous les 3 en ligne, j'explique que Noah a accepté la thérapie et que je veux tout présenter devant un témoin neutre. Kenzie me demande si je suis inquiète pour ma sécurité. Non, je lui réponds. Ce qui m'inquiète, c'est de commettre une erreur qui nuirait à une future procédure. Lena prend le relais. Le fait qu'un thérapeute soit témoin de la réaction de Noah renforce ton dossier, ça prouve que tu fais les choses dans les règles avant d'aller plus loin. Elle m'explique précisément ce que je dois amener, comment l'exposer sans m'emporter, et quoi faire si Noah se ferme ou quitte la séance. Quand l'appel se termine,
Je ressens enfin une forme de maîtrise, l'impression d'avoir un plan, pas juste une panique. L'après-midi même, je ressors l'ancien téléphone cloné, où l'appli espion tourne toujours, et je lance une ultime vérification. J'ouvre un site de réservation de vol, je crée une fausse capture d'écran de confirmation d'un séjour solo le mois prochain pour aller voir Eva, mon ancienne coloc, en veillant à la crédibilité du moindre détail. Je sauvegarde la capture dans mes photos, j'ajoute le déplacement à mon agenda, avec des notes sur les cadeaux à apporter. Puis je le laisse traîner bien en vue, et je vais préparer à manger en essayant d'agir normalement, même si je sens mon cœur cogner dans ma poitrine. Je guette ma montre toutes les quelques minutes, attendant de voir si Daniel va, une énième fois, tomber dans le panneau. 18 minutes plus tard, le téléphone de Noah vibre sur la table basse. Je m'approche et vois l'écran s'illuminer sous un flot de notifications. Daniel enchaîne les messages à un rythme effréné, si vite qu'il lui serait impossible de tout lire ou répondre. Noah attrape son portable, l'air perdu, et fait défiler les textos, les sourcils de plus en plus froncés. Elle lui reproche de l'abandonner, de ne plus être aussi proche, lui dit qu'elle ne tiendrait pas une semaine loin de lui dans l'état où elle est. Noah lève les yeux vers moi, complètement à côté de la plaque, et me demande si je prévois un voyage, parce que Daniel en est persuadé. Or, ma fausse réservation indiquait 6 jours, pas 7, et je le regarde, presque sidérée, en me demandant comment elle a pu savoir pour un séjour dont personne n'avait entendu parler. Je lui explique calmement que j'avais pensé aller voir Ava, sans en avoir parlé à qui que ce soit, et je vois bien qu'il essaie de raccrocher les dates pour y trouver du sens. 3 jours plus tard, on se rend séparément chez la conseillère conjugale, parce que Noah doit partir bosser juste après. Son bureau est installé dans une vieille maison réaménagée, ça sent la lavande dans la salle d'attente. Je m'assois, mon dossier sur les genoux, le cœur battant à tout rompre. Quand la porte s'ouvre, Joyce se présente. La cinquantaine, les cheveux poivre et sel, un regard doux. Elle nous reçoit dans son bureau et désigne le canapé, précisant tout de suite d'une voix posée. Son rôle est de nous aider à mieux communiquer, pas de trancher pour l'un ou pour l'autre. La pièce est exiguë mais accueillante, baignée d'une lumière douce, avec des plantes posées sur le rebord des fenêtres. Je ressens ce mélange étrange de nervosité et de soulagement à l'idée d'être enfin face à une personne neutre, qui pourra vraiment entendre ce que j'ai à montrer à Noah. Joyce nous interroge sur le motif de notre venue en consultation ce jour-là, tout en parcourant la pièce du regard avec patience. Je prends une grande inspiration, puis je sors ma chronologie imprimée, les feuilles un peu froissées, à force d'avoir été manipulées. Mes mains tremblent légèrement quand je tends les documents à Noah et, d'une voix que j'essaie de garder posée, j'explique que j'ai découvert la présence d'un logiciel espion sur mon téléphone et que, depuis 2 semaines, je rassemble toutes les preuves. Noah récupère les pages, visiblement sceptique, pendant que j'observe sa réaction. Il lit la première, celle où Vikram détaille le fonctionnement du Family Safety Monitor. Je le vois vaciller à mesure qu'il découvre les accès à la caméra, la récupération des messages effacés, la localisation en temps réel. Il relève la tête vers moi, perdu et un peu sur la défensive, et me demande comment Daniel est au courant de tout ça, sauf si c'est une coïncidence ou un 6e sens de grande sœur. Sa voix prend ce ton protecteur qu'elle adopte toujours dès que je parle de Daniel. Je ne réponds pas, je sors simplement mon ordinateur, j'ouvre la vidéo qu'Aaron m'a transmise, celle de la caméra de sécurité, et je l'oriente pour que Noah et Joyce puissent bien voir. Puis je lance la séquence. On y voit Daniel faire les 100 pas devant notre porte, le regard rivé sur son téléphone. Je montre l'horodatage dans le coin. 20h32, puis je leur fais observer la capture d'écran de mon faux message de grossesse envoyé à ma mère à 20h17, 15 minutes avant. Noah regarde la vidéo et je perçois nettement le moment où ses certitudes se fissurent, sa bouche entr'ouverte, prêt à protester sans trouver les mots. Joyce se penche légèrement et commente avec douceur, mais d'un ton ferme, la frontière entre soutenir un proche et encourager des comportements destructeurs. Elle explique ce que sont des limites saines au sein d'une famille, évoquant des termes comme fusion et codépendance, que j'avais déjà lus, mais jamais entendu employer à propos de Noah et Daniel. Je vois Noah lutter, tout son corps tendu. Je sens que son rôle de protecteur vacille, et ça lui fait mal. Pourtant, il écoute, vraiment, bien plus que lors de mes tentatives précédentes. Son regard reste fixé sur Joyce. Il hoche la tête de temps à autre, et une petite étincelle d'espoir naît au fond de moi. Au milieu des explications sur la fusion, le téléphone de Noah sonne dans sa poche. Il le sort, et je vois le nom de Daniel s'afficher. Avant qu'il ne décroche, Joyce lui demande calmement s'il peut couper la sonnerie et rester ici, avec nous. Le téléphone insiste, Noah l'observe, le pouce figé juste au-dessus, puis laisse passer plusieurs appels, tous redirigés vers la messagerie puis aussitôt relancés. Joyce insiste à nouveau, toujours aussi calme mais avec plus de fermeté. Je retiens mon souffle, guettant sa réaction. Il regarde une dernière fois son écran, puis appuie sur le bouton pour le mettre en silencieux et le pose face contre le canapé. Il continue à vibrer mais Noah ne le touche plus, et je ressens alors une vague de soulagement si puissante que j'en ai les yeux humides.
À la fin de la séance, nous rejoignons le parking dans un silence pesant, chacun digérant ce qui vient de se passer. Dans sa voiture, Noah ne démarre pas. Il fixe le volant d'un air absent. Je sors l'ancien téléphone cloné, affiche mes messages et je lui montre ce que je fais. Je m'envoie une phrase bien précise à propos de mon envie d'adopter un chien au printemps. J'envoie le texte, lui montre l'horaire, puis je range le téléphone et lui demande d'attendre 20 minutes. Chacun de son côté, dans nos voitures, je surveille l'horloge, le cœur battant à tout rompre. À la 19e minute, le téléphone de Noah s'illumine. Il me le tend à travers la vitre. Daniel vient de publier une story Instagram avec la photo d'un chiot, accompagnée de la légende « Certaines personnes ne sont pas prêtes pour ce genre d'engagement », souligné par 3 émojis pensifs. Noah regarde son écran sans rien dire, mais je vois clairement ses mains trembler. Je me tourne vers lui côté passager, le corps traversé d'angoisse. Les mots sortent, hésitants mais clairs. « J'ai besoin que tu coupes tout contact avec Daniel pendant 30 jours pour qu'on puisse avancer tous les deux. Sinon, je partirai. » Noah se tourne brusquement vers moi. La panique l'envahit. Sa bouche s'ouvre mais aucun son n'en sort. Je vois ses jointures blanchir sur le volant, la voiture immobile. Je sais que je lui demande de choisir, et la peur qu'il préfère Daniel, comme d'habitude, me tord le ventre. Mais je ne supporte plus cette vie où je me sens épiée jusque dans mon téléphone. Noah ferme les yeux, inspire longuement, tremblant. Quand il les rouvre, il a les larmes aux yeux, mais il opine, une fois, et murmure simplement « D'accord ». Ce mot me donne l'impression de perdre pied. On reste encore 10 minutes là, sans parler, à fixer le parking vide derrière le pare-brise. Finalement, Noah démarre et on rentre, chacun de notre côté. Durant tout le trajet, je serre le volant en retenant mes larmes, incapable de savoir si c'est le début d'un renouveau ou celui de la fin. Le lendemain matin, je me lève tôt, rassemble toutes les preuves des 2 dernières semaines. J'imprime la chronologie détaillée que Vikram m'a aidé à mettre en forme. Je grave les images de la caméra de sécurité sur une clé USB et je classe toutes mes captures d'écran dans un dossier parfaitement daté. Mes mains restent étonnamment stables quand je glisse tout dans une grande enveloppe Kraft, même si, intérieurement, je me sens prête à exploser. Je pars déposer ma plainte au commissariat et demande à l'accueil si Kenzie peut me recevoir. 15 minutes plus tard, elle vient me chercher et m'emmène dans un petit bureau qui sent le café froid et le produit d'entretien. J'étale mes pièces sur la table entre nous, j'explique toute la chronologie, de la découverte du logiciel espion jusqu'au test Instagram de la veille. Kenzie prend des notes sur un carnet à spirale jaune et me pose des questions précises sur toutes les dates et heures. Quand je lui montre la vidéo de Daniel faisant les 100 pas devant chez nous, exactement 12 minutes après mon faux SMS, ses sourcils se haussent dans un mélange d'étonnement et de gravité. Elle m'explique que c'est l'un des dossiers de harcèlement les plus solides qu'elle s'est rencontré en 8 ans de service, et entendre ces mots sortant de la bouche d'une policière fait enfin tomber la tension que je traînais au fond de la poitrine. On passe près d'1 heure et demie à décortiquer chaque détail, Kenzie tapant son rapport d'incident officiel sous mes yeux. Une fois rédigé, elle me le fait signer, l'ajoute au système avec un numéro de dossier. Puis, avant que je ne parte, elle m'annonce qu'elle appellera Daniel dans l'après-midi pour enregistrer le signalement et lui expliquer les conséquences possibles. De retour chez moi, tandis que je prépare le déjeuner, le nom de Kenzie s'affiche sur mon téléphone. Elle m'annonce qu'elle vient d'avoir Daniel au bout du fil et, comme elle l'avait anticipé, tout s'est déroulé sans surprise. Daniel a passé 5 minutes à pleurer, répétant que tout ça n'est qu'un énorme malentendu, qu'elle s'inquiétait simplement pour moi et voulait juste être une bonne sœur. Ensuite, elle s'est emballée, m'accusant de vouloir détruire sa relation avec Noah. Kenzie, imperturbable et pro jusqu'au bout, lui a précisé que, quelles que soient ses intentions, surveiller quelqu'un est illégal et que tout nouveau contact non sollicité exposerait Daniel à des poursuites. Je lui ai clairement dit qu'un signalement avait été déposé au commissariat et qu'elle devait couper tout contact immédiatement. Après ce coup de fil, je suis restée de longues minutes figée sur le canapé, téléphone en main, guettant la tempête que je voyais déjà se profiler. Elle a éclaté, vers 6 heures. Noah, à peine rentré du boulot, reçoit un message de Daniel et me le montre. Mon estomac se serre même si ce genre de réaction était à prévoir. Elle écrit qu'elle ne peut pas vivre sans lui et qu'elle va commettre une bêtise, qu'il l'a abandonnée pour me choisir, moi, plutôt que sa propre sœur. Je vois Noah devenir livide en lisant ces mots. Mon premier réflexe serait de saisir mes clés et lui proposer d'aller chez elle, comme on l'a toujours fait, mais il rédige déjà sa réponse, les mains tremblantes. Il transfère le message à Kenzie, accompagné de quelques explications, puis renvoie à Daniel le numéro d'urgence que la conseillère nous avait fait noter. Il tremble de tout son être, les larmes lui coulent sur le visage. Mais cette fois, il ne fonce pas prendre la voiture. Il s'assoit près de moi sur le canapé, pose son téléphone écran contre la table basse, et je voudrais lui dire quelque chose, mais je ne trouve pas les mots. Alors je reste juste à côté de lui pendant qu'il pleure. Après 40 minutes, Kenzie nous rappelle. Elle a fait organiser une visite de contrôle par les services compétents. Nous attendons ensemble, silencieux, suspendus à cette incertitude lourde de savoir si Daniel est vraiment en danger
ou si elle cherche encore à nous manipuler. 1 heure plus tard, Kenzie confirme que la police s'est rendue sur place. Daniel est secoué, mais physiquement, tout va bien. Noah s'effondre à la fois soulagé et rongé par la culpabilité. Je lis sur son visage tout le tiraillement entre le soulagement d'avoir enfin fait ce qu'il fallait et la douleur d'avoir laissé sa sœur seule alors qu'elle était en crise. Il tripote nerveusement son téléphone, sa jambe tressaille, mais il résiste à l'envie d'appeler. Il n'y va pas. Le schéma qui nous corsetait depuis des mois, Daniel déclenche une crise, Noah laisse tout en plan pour venir la sauver, vient de voler en éclats. Ce n'est ni rassurant ni victorieux comme je l'aurais cru. C'est triste, lourd, mais indispensable. Le lendemain, Noah et moi nous retrouvons à la table de la cuisine, entourés d'ordinateurs et de téléphones. On passe 3 heures à repenser toute notre sécurité, plus aucun mot de passe recyclé, double authentification partout, nouvelles adresses mail que Daniel ne connaît pas, et on démarre la migration de tous nos comptes importants. Noah propose qu'on utilise un gestionnaire de mots de passe partagé pour qu'on ait toujours accès à tout, sans plus de secrets. On rédige une sorte de pacte. Toute prise de contact ou message venant de Daniel, quel qu'il soit, devra immédiatement être partagé entre nous. Fini les textos privés ou conversations cachées. On signe tous les deux avec la date. C'est formel, presque étrange, mais ça compte. Pour la première fois depuis qu'on a découvert le logiciel espion, j'ai l'impression qu'on forme vraiment une équipe, au lieu d'être chacun d'un côté de la fracture. Je passe ensuite l'après-midi à changer méthodiquement tous mes mots de passe. Banque, mail, réseaux sociaux, streaming, shopping, tout y passe. Je crée de nouvelles adresses improbables, inaccessibles à Daniel. Mon adresse principale devient un mélange bizarre de lettres et de chiffres. Je mets la double authentification, j'enregistre les codes de secours à cacher dans mon tiroir. Tout ce qui propose un verrouillage biométrique, je l'active direct. Empreinte digitale pour le téléphone, code à 6 chiffres, ordinateur qui ne s'allume qu'avec mon doigt. Je bâtis des murailles autour de ma vie numérique, et à chaque mot de passe modifié, je me sens reprendre un peu plus le pouvoir. Au bout de 4 heures, les yeux explosés par les écrans, j'ai tout terminé. Mais je me sens plus en sécurité que depuis des mois. Le soir, Noah et moi nous installons ensemble pour trouver quoi écrire à Daniel. Il nous a fallu 7 brouillons avant de tomber sur la bonne formule. Il fallait que ce soit clair, ferme, sans être inutilement dur. Il fallait poser une limite nette, qui ne laisse aucune place à la négociation. La version finale précise qu'il n'y aura pas de réponse à ces messages pendant 30 jours, avec seulement le numéro d'urgence à utiliser en cas de véritable crise. C'est-à-dire un danger physique immédiat, rien d'autre. Quand Noah doit appuyer sur « Envoyer », sa main tremble à tel point que je préfère détourner les yeux. J'entends le « whoosh » du message. Il laisse tomber son téléphone sur le plan de travail, comme si c'était brûlant, reste debout, bras croisés, luttant pour ne pas éclater en sanglots. Je sais ce que cette décision lui coûte et à quel point elle va à l'encontre de tout ce qui l'anime depuis toujours, le réflexe de protéger sa sœur, quoi qu'il arrive. Mais il l'a fait quand même, et j'en suis fière, même si, honnêtement, fier n'est peut-être pas le mot idéal quand il s'agit d'un événement si douloureux. Les jours qui suivent, je jette de temps en temps un coup d'œil à l'Instagram de Daniel, juste assez pour m'assurer qu'il n'y a pas de réel danger. Ses publications sont de véritables montagnes russes émotionnelles. Ça pourrait presque me faire sourire si ce n'était pas aussi perturbant. Elle commence par un post un peu nébuleux sur la trahison, sur les gens qui révèlent leur vrai visage. 6 heures plus tard, c'est un selfie grand sourire, accompagné d'une légende inspirée sur le self-care et sur la nécessité de grandir. Le lendemain, elle partage une citation enragée sur les faux amis et les relations toxiques, puis enchaîne ensuite avec un post réjoui sur le plaisir d'avoir testé un nouveau resto toute seule et d'avoir adoré l'expérience. On est vraiment ballotté d'un extrême à l'autre. Je fais des captures d'écran de tout, en notant bien l'heure, mais je n'interviens pas, et je ne montre rien à personne, sauf à Noah. Joyce, au cours de notre séance, m'a parlé de la nécessité de prendre du recul, de reconnaître que parfois, la meilleure chose à faire pour soi, c'est de ne pas se laisser entraîner dans la tempête de l'autre. J'essaie de m'appliquer à cette discipline délicate qui consiste à regarder sans réagir, à consigner sans m'impliquer, à rester au courant sans me laisser engloutir. 2 semaines après avoir instauré un strict « pas de contact », je retrouve Lena dans le même café où on avait eu notre première discussion. Elle est déjà sur place, assise dans un coin, avec une pile de papier devant elle. Je commande un café et je m'assois en face d'elle. Lena m'explique que la prochaine étape, c'est d'envoyer une lettre officielle de mise en demeure à Daniel, en exigeant formellement la suppression de toutes les données récupérées grâce au logiciel espion. Elle me montre un brouillon, rédigé dans un pur style juridique, qui met en avant l'accès non autorisé à mes communications électroniques et l'atteinte à ma vie privée. La lettre liste chaque preuve dont on dispose et somme Daniel de supprimer sans délai toutes les données, photos, messages et informations collectées via sa surveillance, en réclamant aussi une confirmation écrite de la suppression. Lena précise que ce document est crucial. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher de nouveaux dérapages,
mais aussi de faire valoir la violation déjà subie. Mes données, mes messages privés, mes photos, mes recherches, tout traîne encore quelque part sur l'appareil de Daniel qui lui a servi à espionner mon téléphone. Obtenir ce cadre légal autour de l'effacement de mes données me semble essentiel. J'ai la sensation de ne pas seulement défendre ma vie privée à venir, mais aussi de commencer à récupérer celle qu'on m'a arrachée. Ce soir-là, j'envoie un texto à Vikram pour lui demander s'il peut m'aider à rédiger un document technique expliquant tout l'aspect spyware d'une façon claire pour des juristes. Il répond en moins de 5 minutes qu'il est dispo le lendemain soir, et il me conseille de ramener mon ordi avec tous les dossiers. Le lendemain, on se retrouve dans une salle d'études au calme, à la bibliothèque. Il est déjà prêt, ordi ouvert, carnet de notes griffonné devant lui. On passe 3 heures à décortiquer l'historique de mon téléphone, et Vikram rédige des explications pour chaque autorisation, détaille le fonctionnement du mirroring, ajoute des captures annotées, dessine des flèches pour pointer les paramètres sensibles, écrit des descriptions comme « Cette autorisation permet l'accès à la caméra en temps réel, sans en avertir l'utilisateur ». Le tout dans un style sérieux mais facile à comprendre. À la fin, on a 12 pages en annexe, qui mettent noir sur blanc tout ce que le logiciel pouvait faire, la date d'installation et toutes les mesures que j'ai prises depuis pour protéger mes appareils. Vikram sauvegarde tout en PDF et s'envoie une copie en même temps qu'à moi, au cas où. Ensuite, il me regarde et m'assure qu'il est sincèrement impressionné par la façon dont j'ai géré tout ça. Je le remercie au moins 5 fois, parce que sans lui, j'aurais complètement calé sur la dimension technique. Et je lui promets qu'on ira dans un super resto quand toute cette histoire sera bouclée. 3 semaines après notre premier rendez-vous chez la conseillère conjugale, Noah et moi retournons voir Joyce. L'atmosphère est déjà plus détendue. Peut-être parce qu'on sait un peu à quoi s'attendre cette fois, ou alors parce que ça s'est apaisé à la maison. Joyce commence par nous interroger sur les dernières semaines, alors je lui raconte la coupure avec Daniel et le fait que Noah y a vraiment tenu. Elle acquiesce, puis annonce vouloir parler aujourd'hui du traumatisme de la surveillance, qui, apparemment, est bien réel quand on a vécu ce genre de violation de la vie privée. Elle me demande de raconter ce que j'ai ressenti en découvrant le spyware pour la première fois. J'essaie de mettre des mots sur ce sentiment de mise à nu, de violation, cette difficulté à faire confiance à mon propre espace. Noah écoute sans rien dire, et je vois sa mâchoire se crisper. Mais ce n'est pas de la colère. C'est plutôt comme s'il réalisait pour la première fois la gravité de ce qui s'est passé. Joyce se tourne vers lui pour savoir comment il gère tout ça, et il finit par avouer que ce qui lui pèse le plus, c'est la culpabilité. Il sait ce que sa sœur a fait, et il s'en veut de n'avoir rien vu venir. On discute longuement de la confiance, des limites, de comment on peut reconstruire après une telle épreuve. C'est éprouvant, mais pour la première fois, on a vraiment le sentiment d'aborder les vrais sujets, sans tourner autour du pot. En cours de route, Joyce demande à Noah de décrire sa relation avec Daniel avant que j'entre dans sa vie. Il se tortille sur sa chaise, baisse les yeux, puis explique que Daniel était en quelque sorte sa meilleure amie et la personne sur qui il s'est appuyé le plus longtemps. Après le départ de leur père quand ils étaient ados, il s'est senti obligé de la protéger en toutes circonstances. Et Daniel s'est reposé sur lui pour tout. Joyce l'écoute attentivement puis lui demande s'il pense que cette relation était saine pour l'un ou l'autre. Noah reste silencieux un long moment avant de reconnaître à demi-mot que non. Il ajoute qu'il mesure seulement maintenant à quel point il a laissé Daniel occuper une place qui ne lui revenait pas, et qu'à force de vouloir la préserver de tout, il l'a empêchée de se construire par elle-même. Joyce note quelque chose puis lui tend la carte d'un thérapeute spécialisé dans les problèmes de dépendance familiale et les situations d'enchevêtrement relationnel. Elle lui suggère que quelques séances individuelles lui feraient sans doute du bien. Et au lieu de refuser du tac au tac, comme je m'y attendais, il prend la carte et me dit qu'il va y réfléchir. Ce moment où il songe vraiment à entreprendre une thérapie me paraît gigantesque, presque comme s'il était enfin prêt à affronter les mécanismes qui nous ont conduits là. 2 jours plus tard, alors que je suis au travail, mon téléphone vibre. Le numéro du commissariat s'affiche et je m'éclipse dans une salle de réunion pour répondre. « Allô, ici l'agente Kenzie », me dit-elle, avant de m'informer que ma plainte a été officiellement reçue, archivée avec un numéro de dossier. Tout est désormais consigné et pourra servir si nécessaire. Kenzie précise que si Daniel franchit l'une des limites fixées, nous aurons matière à demander une ordonnance d'éloignement, maintenant que tout est documenté. Elle me recommande de conserver précieusement toutes les preuves, bien rangées et accessibles pendant au moins 6 mois, et de signaler immédiatement tout nouvel incident, même insignifiant en apparence. Le fait qu'elle prenne la situation au sérieux et qu'il existe des recours si Daniel recommence me rassure comme jamais depuis des mois. Je la remercie, note le numéro d'affaires dans mon téléphone et reste encore un moment assise, à respirer profondément, savourant ce soulagement de voir que le système peut vraiment fonctionner. La semaine suivante, je retrouve Lena dans son cabinet, cette fois dans un vrai bureau de juriste, sobre mais efficace,
des murs recouverts de codes et un bureau tapissé de dossiers soigneusement rangés. Lena a soigneusement imprimé la lettre de mise en demeure que nous avons rédigée ainsi que l'annexe signée par Vikram, le tout prêt à être expédié sur le papier à en-tête officielle. Elle me fait relire chaque passage, accentuant les formulations précises sur la suppression des données, la surveillance indue et mes droits en matière de vie privée. Dans cette lettre, il est exigé que Daniel efface immédiatement toutes les données collectées via le spyware, fournisse une attestation écrite de suppression et cesse instamment tout contact ou toute surveillance. Lena ajoute une mise en garde sans ambiguïté. Je connais désormais mes droits et suis prête à saisir la justice si besoin. Elle m'explique que le fait que la lettre parte de son cabinet jouera un rôle dissuasif bien plus fort que si je l'envoyais seule. Je signe le mandat et Lena m'assure qu'elle enverra le tout en recommandé avec accusé de réception le jour même. La regarder sceller l'enveloppe et inscrire l'adresse de Daniel me donne la sensation de tracer une frontière très nette, à ne pas franchir sous peine de graves conséquences. Prendre cette démarche officielle, c'est autant angoissant que libérateur. Ensuite, je passe la semaine à surveiller compulsivement le suivi postal, guettant la progression de la lettre jusqu'à la confirmation de remise, accusé de réception à l'appui. Je m'attends à un retour explosif, stories Instagram, messages à Noah, voire une visite surprise. Mais rien. Le compte Instagram de Daniel passe en privé du jour au lendemain, et grâce à mon compte secondaire, je constate qu'elle a arrêté de publier quoi que ce soit. Plus de citations mystérieuses, plus de souvenirs d'enfance avec Noah, plus rien du tout. Noah me confirme qu'il n'a reçu ni message ni appel d'elle, ce qui paraît invraisemblable après des semaines d'insistance quotidienne. Ce silence soudain a quelque chose d'étrange après tout ce que nous avons traversé. Une partie de moi redoute que ce ne soit qu'un simple répit. L'autre espère que l'intervention a enfin porté ses fruits. En tout cas, je préfère de loin cette tranquillité bancale à un harcèlement continu, même si je reste sur mes gardes, attentive à tout ce qui m'entoure. Quelques jours après l'envoi de la lettre, j'apporte mon téléphone piraté à Vikram pendant la pause déjeuner. Il a improvisé un coin technique dans un local vide et s'est muni d'une authentique sacoche de prélèvement avec étiquette de police scientifique qu'il avait en réserve chez lui. Il range soigneusement le téléphone, scelle la sacoche, note la date et la description au marqueur, puis m'explique qu'il va déposer tout cela dans un coffre ignifugé chez lui, prêt à être extrait si jamais j'en ai besoin. Voir Vikram verrouiller la sacoche dans ce petit coffre puis glisser le tout dans son sac me donne l'impression de confiner ce cauchemar dans une boîte, hors de portée. Ce téléphone, preuve tangible de ce que Daniel m'a fait subir, se retrouve ainsi isolé. Et savoir qu'il ne fait plus partie de mon quotidien m'apaise, même si je sais que tout n'est pas réglé. Les 2 semaines suivantes, Noah commence à voir le psychologue conseillé par Joyce. Chaque jeudi soir, il s'absente pour sa séance et revient un peu vidé, mais visiblement plus léger. Il ne raconte rien de ce qui se dit là-bas, et je ne pose pas de questions. Joyce nous a bien expliqué qu'on a tous droit à notre espace personnel, même quand on vit ensemble. Malgré tout, Noah me communique toujours ses horaires de rendez-vous et m'envoie un message après chaque séance. Une façon d'être à la fois fiable et discret. J'apprécie ce respect mutuel de l'intimité, et j'ai surtout le sentiment que nous sommes en train d'apprendre à poser enfin des limites saines entre nous, au lieu d'osciller entre la fusion ou la distance totale. Certains soirs, il préfère s'isoler, d'autres, il a envie de papoter, de choisir un film ou discuter du dîner. J'apprends à le laisser naviguer à sa façon, sans y voir un rejet. 5 semaines après avoir découvert le logiciel espion, je passe une soirée seule à la maison, Noah étant en séance. Je m'installe avec une tasse de thé et je réfléchis sérieusement à ce que je veux pour la suite. Rester ou partir. Une part de moi reste en colère contre Noah, face à son aveuglement concernant Daniel et la manière dont il a minimisé ses agissements. Une autre partie s'inquiète de le voir, malgré la thérapie et les limites posées, replongé dans ses vieux travers. Mais je vois aussi ses efforts, ses rendez-vous réguliers et cette fermeté à ne pas reprendre contact, même quand Daniel a envoyé ce message inquiétant sur ses intentions. Je repense à la vie qu'on s'était rêvée, à tous nos projets d'avant, que tout ça ne nous tombe dessus. Après presque 2 heures à tourner tout ça dans ma tête, je choisis de nous laisser encore 60 jours, à condition qu'on tienne strictement aux limites qu'on a posées. Cette fois, je me fais confiance. Je saurai partir si la situation ne s'améliore pas, au lieu de me laisser guider par la peur ou la colère à cause de ce qui s'est déjà passé. Ce n'est pas une promesse pour toujours, et je ne prétends pas que tout est réglé, mais j'ai besoin de nous donner, vraiment, une chance de voir si on peut construire quelque chose de sain ensemble. Le lendemain matin, Kenzie, l'agente, m'appelle pour m'en dire plus. Elle m'explique qu'aucun nouvel incident n'a été signalé et que Daniel a scrupuleusement respecté toutes nos règles, preuve qu'elle prend au sérieux l'interdiction de contact. D'après Kenzie, la disparition soudaine de Daniel après la lettre de mise en demeure est plutôt bon signe. Elle a compris qu'elle n'avait plus le choix et a préféré s'effacer. Kenzie me conseille quand même de garder tous mes papiers bien en ordre et à portée de main pendant 6 mois, au cas où,
mais elle semble assez confiante sur l'effet de l'intervention officielle. Elle insiste aussi pour que je signale tout contact, même anodin, sans attendre. Je la remercie et je raccroche, partagée entre le soulagement et une angoisse qui refuse de me lâcher, parce qu'une partie de moi a du mal à croire que Daniel va vraiment nous laisser en paix, après ces mois de surveillance et d'intrusions obsessionnelles. Pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes et j'essaie de laisser l'espoir prendre le dessus, au lieu de guetter sans cesse le moment où tout risquerait de s'effondrer. Ce week-end-là, Noah et moi on s'installe à la table de la cuisine. Il a ouvert son ordinateur pour consulter le site des parcs naturels et on fait défiler les destinations à moins de 2 heures de route. Je lui montre un parc avec des sentiers de randonnée et un petit lac. Rien d'exceptionnel, mais au moins, on pourra passer une journée tranquille, sans redouter de croiser quelqu'un de gênant, ni craindre que quoi que ce soit atterrisse sur Internet. Noah approuve, regarde les photos, puis il lève les yeux vers moi. « Tu es sûr que tu veux faire ça, comme ça pour de vrai ?» Je lui réponds que oui. On se met aussitôt d'accord sur 2 règles, sans exception possible. La première, c'est qu'on se parle immédiatement si l'un de nous ne se sent pas à l'aise pour une raison ou une autre. La seconde, c'est pas de publication sur les réseaux sociaux, même une fois rentré. Je le regarde noter le nom du parc dans le calendrier de son téléphone et inscrire en dessous nos 2 règles dans les remarques. C'est idiot, mais ce petit geste rend le projet réel, à portée de main. La veille du départ, je prépare un petit sac avec des bouteilles d'eau et de quoi grignoter, et je réalise que je souris en le faisant. Ça peut paraître banal d'organiser une sortie en pleine nature, mais après tous ces mois passés à annuler des dîners, à voir nos vacances gâchées et à vivre sous surveillance, cette simplicité tient du miracle. Je referme le sac, je le pose près de la porte, et pour la première fois depuis si longtemps, je suis enthousiaste à l'idée de ce qui nous attend, Noah et moi. Le lendemain matin, en enfilant des vêtements confortables pour la rando, mon regard tombe sur mon nouveau téléphone posé sur la commode et je repense à tout le chemin parcouru en 6 semaines. Maintenant, tout est sécurisé. Nouveau mot de passe, double authentification partout et un dossier béton avec tous les rapports de police, lettres officielles et preuves en règle que personne ne pourra contester. Noah suit vraiment sa thérapie. Il ne se contente plus d'en parler. Il avance là-dessus. Daniel n'a pas fait signe depuis plus d'1 mois. Ça me travaille encore parfois. Mais je me dis que peut-être, elle a fini par comprendre. Je recommence à dormir profondément, sans sursauter à l'idée d'être espionnée à travers une caméra. Ma relation avec Noah me paraît enfin à nous deux, et plus sous l'emprise de sa sœur tapie dans l'ombre. Je suis fière d'avoir supposé mes limites et exigé le respect auquel j'avais droit, au lieu de tout encaisser sans rien dire. Hier soir même, on a évoqué l'idée d'un voyage au Costa Rica dans 6 mois, si tout reste aussi apaisé, et, pour la première fois, j'arrive vraiment à m'y projeter. Je nous imagine tous les deux, à partir sans risquer de tout voir saboter, sans personne qui débarque à l'improviste ou qui crée une soi-disant urgence. La relation pour laquelle je me suis tant battue commence enfin à ressembler à quelque chose qui nous appartient, rien qu'à nous, et ça donne enfin du sens à tout ce que j'ai dû traverser.